On trouve encore aujourd'hui sur le territoire du Boulonnais des réalisations, des bâtiments et des noms qui ont marqué ces 2000 ans d'histoire, de la période romaine au XXe siècle, en passant par Charlemagne, Notre-Dame de Boulogne et son pèlerinage, le Moyen Âge et toutes les visites royales, et bien sûr les deux époques napoléoniennes qui ont fait connaître Boulogne dans le monde entier. À l'extrémité du plateau du chemin vert, face à la mer, se trouvait la tour d'Odre, construite sur l'ordre de l'empereur Caligula pour marquer la limite nord de l'Empire romain civilisé face aux barbares anglais. L'histoire du plateau de la tour d'Odre mérite le détour. Tout a débuté il y a 2000 ans, quand Gésoriac, un petit village de la Gaule belgique, a vaillamment résisté à l'envahisseur romain. Au début du XIXe siècle, la place qu'occupait la tour d'Odre était encore indiquée par quelques vestiges de maçonnerie, qui étaient les débris des fortifications anglaises de 1545. C'est à cet endroit que Napoléon choisit d'établir le campement de son état-major. On peut voir sur la droite, au premier plan, près de la redoute entourant les baraques de l'empereur et de ses maréchaux, que les soldats dégagent les ruines des fortifications anglaises de 1544. Sa maison resta longtemps connue dans le Boulonnais sous le nom de baraque de l'empereur. C'était un poste d'observation stratégique au milieu de la Grande Armée, qui était localisé sur la commune du Portel pour le camp de gauche et sur Boulogne-sur-Mer pour le camp de droite.
À l'emplacement de la baraque de l'empereur, une statue de Napoléon Ier a été érigée le 14 juin 1856 en mémoire du camp de Boulogne. Ce monument représente Napoléon Ier, debout et regardant la mer, sur un socle avec soubassement engagé dans un massif de roches. La statue, copiée sur celle qui surmontait la colonne de la place Vendôme, et qui est actuellement aux Invalides, était en terre cuite. Le socle, le soubassement et les imitations de roches étaient en ciment, de nature à défier les siècles, ce qu'on ne pouvait malheureusement pas assurer de la statue, qui tombait en ruine en 1894. Elle avait été inaugurée la 4e année du règne de Napoléon III. Une pierre, avec un portrait de l'empereur Napoléon Ier tournant le dos à l'Angleterre, est actuellement proche de l'emplacement originel. En 1874, M. Kent, un Anglais qui avait fait ériger la statue de Napoléon Ier sur le plateau d'Odre, à l'emplacement de la baraque de l'empereur, avait fait creuser un large bassin en face de la poudrière. C'est le bassin Kent qui a permis aux habitants de la Beurière d'avoir l'eau courante dans leur maison à la fin du XIXe siècle. En 1876, la statue de Napoléon Ier et des restes des fortifications anglaises du fort d'Odre sont encore visibles au-dessus de l'ancien calvaire des marins. À la fin du XIXe siècle, on apercevait encore du massif de ces anciennes fortifications dominant la falaise. C'est en 1874, après la terrible défaite de la guerre de 1870, qu'a été décidée la construction d'un système de forts équipé de batteries de canons. Ce programme militaire de construction de fortifications, bâti le long des frontières et des côtes françaises, prit le nom de son concepteur et promoteur, le général Céré de Rivière. Dans le Boulonnais, il y eut un système de 4 forts. Au sud du port, la batterie du Cap d'Alprec, au Portel. La batterie du Mont de Coupe, également au Portel. La batterie de la Crèche à Terlinctin, au-dessus de Honvaux, entre Boulogne et Wimereux. Et enfin la batterie de la Tour d'Odre. Elle a été construite sur le plateau de la Tour d'Odre, à proximité de la rue du célèbre corsaire boulonnais le baron Bucaille. Et oui, le Boulonnais fourmentin, anobli par Napoléon sous le nom du baron Bucaille, c'est-à-dire le bagarreur, commanda peut-être ce bateau. Armé de ce pistolet qui fut le sien. À Boulogne, au niveau du fort des dunes de Châtillon, une batterie de canons était aussi installée pour défendre l'entrée du port. Les forts Céré de Rivière sont tous bâtis sur le même modèle, avec bien sûr des adaptations locales liées aux contraintes du terrain. Pour ce qui concerne la batterie de la Tour d'Odre, elle abritait un casernement de 7 grandes salles pour une centaine d'hommes. Un magasin à poudre, 4 canons de 240 mm, séparés chacun par un magasin traverse, On y trouve également un puits, un lavoir, des latrines, le tout entouré d'un mur de pierre percé de meurtrières pour fusils. Les pierres étaient entourées par un joint rubané chanfreiné qui permet d'empêcher l'eau d'y pénétrer et de disjoindre les pierres.
La construction de la batterie de la Tour d'Ordre s'est achevée en 1886. En cette fin du XIXe siècle, c'est la belle époque prospère de Boulogne. Ce calme durera jusqu'à la tempête de la Première Guerre mondiale. En 1900, deux massifs des murailles de la fortification anglaise de 1545 étaient encore visibles en haut de la falaise. Les restes du dernier bastion d'Angle avaient encore 5 à 6 mètres de hauteur vers 1910. Ces ruines étaient un lieu de promenade très fréquenté, notamment par les matelotes guettant le retour des marins. Les forts serrés de rivière démontrèrent leur efficacité et leur résistance durant la Première Guerre mondiale. La batterie de la Tour d'Ordre abritait le poste de commandement de l'artillerie du front de mer de la place de Boulogne. Durant la Première Guerre mondiale, les 4 forts protégeaient le port de Boulogne, qui jouait un rôle stratégique dans le ravitaillement des soldats et l'évacuation des blessés anglais. Ceci explique les très nombreux bombardements allemands. En 1917, la batterie de la Tour d'Ordre est désarmée, jusqu'à la fin de la guerre, à la suite de prélèvements d'armement pour le front. Le magasin à poudre du fort de la Tour d'Ordre est converti en abri de bombardement pour la population du quartier Saint-Pierre, le quartier des marins et de leurs familles. Les derniers vestiges de l'imposant fort médiéval de la Tour d'Ordre ont disparu après l'effondrement d'un pan de la falaise. Un amas de briques et d'autres matériaux était encore visible entre les deux guerres mondiales, avant qu'ils ne disparaissent totalement dans les années 1930. En 1986, à flanc des falaises en regard d'un blocos, il était encore possible de retrouver des briques des fondations du fort anglais. Ces briques caractéristiques comportaient de nombreuses bulles d'air, et le mortier était resté de couleur très blanche comme à l'origine. La grande majorité des forts serrés de rivière furent déclassés pendant l'entre-deux-guerres, leur rôle étant repris par les ouvrages de la ligne Maginot. Certains furent laissés à l'abandon, mais d'autres, toujours propriété du ministère de la Défense, reçurent une nouvelle fonction. Ce fut le cas du fort de la Tour d'Ordre, de 1886, qui fut repris par les services de la marine en 1931. Elle y fait construire un poste d'observation sur l'extra d'eau de la brise ou traverse centrale du fort. L'ancienne batterie de la Tour d'Ordre devient alors un sémaphore, un poste de signalisation pour communiquer avec les navires en vue, dans lequel un bureau télégraphique permet les communications non visuelles. Le poste d'observation de la Tour d'Ordre culmine à 66 mètres au-dessus du niveau de la mer. On y accède par l'abri sous traverse. L'accès aux étages se fait à l'intérieur par des échelles verticales typiques de la marine. L'aération des étages inférieurs se fait par 2 orifices débouchant sous le poste d'observation et fermés par des plaques blindées. Au XXe siècle, les sémaphores utilisent 2 langages, les signaux basés sur les positions des bras articulés et les pavillons colorés, convertibles en lettres, elles-mêmes codées ou utilisées pour former un nom propre ou un mot particulier. Par exemple, l'association des pavillons bleus et rouges est comprise comme la lettre C ou le terme oui. Les 131 sémaphores étaient divisés en 8 circonscriptions, chacune sous les ordres d'un capitaine de frégate inspecteur qui relevait du major général de son arrondissement maritime. Celui de Boulogne, qui dépend de Cherbourg, a été définitivement installé dans le fort de la Tour d'Ordre en 1937. À proximité, de petites structures complémentaires ont été construites. En 1940, il était question de compléter le dispositif défensif de Boulogne par la mise en place de nouvelles batteries et de remplacer un certain nombre de matériels désuets par d'autres plus modernes. Mais ces modifications du système défensif restèrent à l'état de projet. La Seconde Guerre mondiale va marquer un tournant important dans l'histoire du fort de la Tour d'Ordre, qui accueille le poste de commandement principal pour la région de Boulogne, sous les ordres du capitaine de frégate Barnabas.
La défense du site est assurée par la 6e section de défense contre-aérienne, dotée de 2 affûts doubles pour mitrailleuses de 13 mm. Le poste de commandement est sur 3 niveaux. Au-dessus du poste d'observation est installée une antenne de transmission et un petit projecteur. On y accède par l'extérieur par un escalier à l'arrière. En dessous, on trouve l'observatoire avec la salle des cartes et les organes de commandement, puis au niveau inférieur sont aménagés différents bureaux. Le 23 mai 1940, malgré une résistance acharnée, les chars allemands pénètrent dans le fort. Après de rudes combats, le premier maître Jean-François Lair est grièvement blessé et il décédera le lendemain. Sa conduite héroïque au cours de la défense de la place de Boulogne et ses états de service exemplaires vaudront de donner son nom à un aviso en 1981. L'occupation allemande débute et dès juin 1940, le PC de la Tour d'Ordre est remis en état et réemployé. En 1941, à l'avant du fort, les Allemands implantent une batterie légère de flak, la défense contre-aérienne de l'armée allemande. En 1942, elle sera remplacée par une batterie de 3 canons de flak de calibre supérieur, assortie d'un projecteur de 60 cm, avec la présence de 50 artilleurs de la Luftwaffe. En 1943, la Royal Air Force a la supériorité aérienne sur la Luftwaffe. Il est procédé à la construction de plusieurs bunkers dépendant de l'armée de l'air allemande. Un bunker L411A, un abri pour projecteur de DCA de 60 cm Siemens, avec plateforme attenante accessible par une piste bétonnée. Deux encuvements de type L409 pour canon DCA de 3,7 cm. Une soute à munitions de type L413 pour canon de 3,7 cm flak. Un bunker L412A, le poste de commandement de la batterie de DCA avec un poste de télémétrie annexe. Cinq petits abris de type B Feldmassig ainsi que des baraquements permettent d'abriter les artilleurs de la Luftwaffe. Sont construits également un ensemble souterrain de tranchées couvertes menant à 4 postes de combat au milieu de la pente de la falaise. Le site fortifié de la Tour d'Ordre prendra le nom de code STP-224 Strandhafer, le nom allemand des Zoya. Les Allemands y installeront une station d'écoute pour capter les communications radiophoniques des Alliés. Un des plus grands savants allemands, le professeur Wilhelm Runge, viendra plusieurs fois à Boulogne, notamment pour coordonner l'installation et le fonctionnement du radar Wassermann installé sur le plateau du chemin vert, à proximité de la colonne de la Grande Armée. La station d'écoute radio et la station radar de Boulogne avaient un intérêt primordial pour les Allemands en raison de la proximité des côtes anglaises et surtout car ils étaient persuadés de l'imminence d'un débarquement allié dans le Pas-de-Calais. La batterie de la Tour d'Ordre avait un effectif global de 93 hommes, servant à la fois des pièces d'artillerie, une dizaine de mitrailleuses MG34 et MG42, ainsi qu'un mortier de 5 cm, modèle 1936. En 1944, le fort de la Tour d'Ordre est réquisitionné par la Kriegsmarine, et on y trouve alors un atelier de réparation de l'artillerie de marine, ainsi que l'état-major du commandant portuaire, qui s'occupe des services du ravitaillement et de l'arsenal militaire. Cette même année, ils installent en haut de la falaise un Wasserbombenwerfer, un lanceur de grenades sous-marines, probablement pour lancer ces grenades sur les potentiels assaillants qui essaieraient d'escalader la falaise après le débarquement. Au cours de l'opération Vélite, qui débute le 17 septembre 1944, la 3e division d'infanterie canadienne va libérer Boulogne et les communes alentours. La reddition de l'occupant aura lieu le 22 septembre. Les combats les plus durs concerneront le fort d'Alprec au Portel, le fort de la Tour d'Ordre ayant été relativement épargné. Après la libération, des prisonniers allemands ont été réquisitionnés pour le déminage du fort. Le fort de la Tour d'Ordre sera occupé par des services de l'armée de terre jusqu'en 1952. À partir de cette date, le fort de la Tour d'Ordre redevient un sémaphore dépendant de la Marine nationale et de la préfecture maritime de Cherbourg.
Une chambre de veille pour les militaires du sémaphore est construite sur le blocos existant. En 1996, de nombreux travaux sont entrepris à Boulogne. Le sémaphore sera surélevé de plusieurs mètres, avec la construction d'une pièce supplémentaire, afin de pouvoir avoir la visibilité au-dessus des habitations du voisinage et du nouveau calvaire des marins. Entrons maintenant dans l'enceinte du sémaphore de Boulogne. Salle de réunion. On peut la prendre aussi.
d'accord, oui. C'est où c'était muré derrière. Ah, regarde, c'est bien voûté. C'est bon. Et tu veux que je le tienne? C'est bon. Voilà. Qui est tout sympa. Parfait. Ça, c'est la balle prévue à l'intérieur. Les marins affectés au sémaphore de Boulogne sont les sentinelles de la mer. De la tour, qui est le centre névralgique du sémaphore, les écrans d'ordinateur offrent, en plus de la vue, une vision technologique de la vie du détroit du Pas-de-Calais. Tout navire l'empruntant doit s'identifier, et s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose de suspect. Après 4 appels à identification restés sans réponse, un hélicoptère de la marine va à sa rencontre pour voir la problématique. Les marins du sémaphore travaillent en collaboration avec les services du Cross Greenet, des douanes, de la police maritime et des autorités du port de Boulogne. Bienvenue dans votre édition Littoral Hauts-de-France. Aujourd'hui, je vous emmène dans un site militaire, le sémaphore de Boulogne-sur-Mer. C'est un point névralgique de la sécurité maritime et il vient de s'équiper d'un nouveau système de surveillance.
4 yeux électroniques scrutent désormais la côte du Portel au Cap Grinet. Un équipement de surveillance dernier cri unique en France dont vient de se doter le sémaphore de Boulogne-sur-Mer. 2 caméras optroniques infrarouges qui balayent l'horizon et zooment sur les embarcations à plus de 40 km au large, de jour comme de nuit. Le système va nous permettre d'affiner notre recherche et notre veille. L'autre avantage du système, il fonctionne la nuit. Jusqu'à maintenant, on était limité en portée de veille de nuit à 3 km. Donc ça va nous permettre de faire une veille de nuit bien plus accrue et bien plus efficace pour du coup nos problématiques de veille. Le but, c'est vraiment de pouvoir fournir de l'information à tous les acteurs de notre secteur, donc qui sont la préfecture et le Cross Grinet. Là, on a 2 caméras. Il y en a une qui tourne en permanence, qui va scanner la zone. Si on veut zoomer sur un bateau en particulier, la caméra va suivre le bateau tout au long de son périple. Ces 2 caméras viennent renforcer le contrôle du trafic maritime, car près de 60 000 bateaux de commerce, de pêche et de loisirs passent chaque année par le détroit du Pas-de-Calais. Mais l'objectif premier est de gagner en rapidité dans les missions de sauvetage, notamment suite à la recrudescence des tentatives de traversée des migrants. Aujourd'hui, nous avons 16 500 en 2024 personnes qui ont traversé. On a déjà sauvé 3 000 personnes en mer depuis le début de l'année. Nous avions besoin d'améliorer et de voir par tout temps des embarcations en détresse, que ce soit des embarcations de pêcheurs ou des embarcations de migrants. D'autre part, il y avait aussi besoin de moderniser nos affaires puisque la détection à la jumelle est maintenant dépassée avec tous les progrès faits par la technologie, ce qui vient soulager la tâche de l'opérateur et qui permet à l'opérateur de passer sur une autre mission. Créé par une entreprise franco-belge, le coût de ce système s'élève à plus d'1 million d'euros. Une dépense nécessaire selon la Marine nationale qui souhaiterait voir toute la côte équipée de ce dispositif.